Salut les gros bidous! Je me suis inventé un super générique avec ma boîte à musique de mon enfance et ça donne trop bien, j'en suis sûre. Vous n'avez pas du tout les oreilles cassées pour le reste de ma vidéo. Alors, je suis toujours Katou du blog katoutarot.com et je suis toujours pas devenue une vlogueuse, mais par contre, parfois j'ai vraiment beaucoup de choses à développer et je trouve que les vidéos c'est quand même très utile pour pouvoir le faire sans que ça me prenne trop de temps en fait. Et donc, j'utilise toujours la vidéo de mon ordinateur qui est absolument pourrie. Et je n'ai toujours absolument aucune envie de faire du montage, donc ça ressemble pas à grand chose. Donc accrochez-vous, j'espère être cohérente et ça va être méga intéressant. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on me pose vraiment beaucoup. C'est comment tu as fait pour apprendre le tarot et comment je peux apprendre le tarot. Et là, la réponse est dure. Il n'y a pas de bonne façon d'apprendre le tarot. Et c'est encore pire d'entendre ça parce qu'on reste toujours aussi perdu. Donc, je vais vous dire ce qui a fonctionné pour moi. Mais je pense que ça va vraiment varier d'une personne à l'autre, d'autant plus qu'il y a des gens qui vont caler plutôt sur la notion d'apprendre des mots-clés par cœur. Il y en a d'autres qui vont caler sur justement mettre de côté les mots-clés et laisser venir l'intuition. Donc on a tous et toutes une approche différente du tarot et puis une façon différente d'apprendre en général. Donc entre les gens qui ont une mémoire qui fonctionne à l'écrit, d'autres qui sont vraiment aspirés par les images et tout ça, je peux vous dire ce qui fonctionne pour moi, pas pour tout le monde. Et ça c'est d'un point de vue personnel, mais c'est aussi ma vision politique du tarot. Je déteste les gourous du tarot ou les approches exclusivement mystiques ou exclusivement développement personnel, mais bon, j'aime bien que chacun puisse adapter ça à sa sauce. Je pense que le tarot avant tout c'est un outil. Pour moi c'est pas quelque chose qui est sacré par défaut. On peut y mettre du sacré, mais ça ne doit pas nécessairement l'être. C'est à chacun de trouver les rituels qui vont lui convenir ou ne pas lui convenir, ou les superstitions qui ont quand même du sens ou de la résonance dans nos pratiques ou absolument pas du tout. Voilà, ça c'est vraiment un parcours. Il y a des personnes avec qui directement ça fonctionne, on a notre approche qui se dégage, et puis d'autres personnes pour qui ça va prendre beaucoup de temps. C'est quand même intéressant quand on commence le tarot de se poser la question pourquoi je veux le faire, quelle tireur ou tireuse de cartes j'ai envie d'être, est-ce que je pense que le tarot peut être prédictif, est-ce que je crois à la voyance ou pas. Je pense que ce ne sera pas figé, je pourrais relire ce que j'ai mis dans mon carnet quand j'ai commencé le tarot il y a presque 2 ans. Je pense que j'ai complètement évolué dans une direction à rien à voir. Par exemple, je ne pensais pas du tout tirer les cartes pour d'autres et en fait c'est un des trucs qui m'amuse le plus avec le tarot. Donc c'est vraiment intéressant de garder cette réflexion au fur et à mesure, parce que plus on va découvrir cet outil et comment il fonctionne pour nous, plus on va avoir envie de faire des choses différentes avec lui. Donc voilà. Alors en fait, comment j'ai commencé, et ça va peut-être décevoir des gens directement, c'est qu'en réalité j'ai la chance de comprendre assez couramment l'anglais. Et ça veut dire que j'ai accès au champ des approches féministes ou au moins alternatives du tarot qui existent au niveau anglophone. Et c'est une chance, et je sais que c'est pas tout à fait accessible à tout le monde, c'est pas du tout accessible à tout le monde du côté des francophones. Et le problème c'est qu'il n'y a pas non plus de bons ouvrages qui vont même simplement donner des petites méthodes ou des petits mots-clés. C'est très difficile à trouver. Bon, mais il y a quelques blogs qui sont sympas. Donc tout ce que je vais citer, vous allez pouvoir le trouver dans la petite boîte en bas de votre vidéo. Je vais vous renvoyer vers toutes les données. J'ai aussi une partie ressources sur mon blog que je dois absolument mettre à jour parce que j'ai découvert plein de formidables choses depuis lors qui n'y sont pas encore. Alors, sur le site de Little Red Tarot, littleredtarot.com, j'ai découvert des choses très intéressantes. À l'époque, quand j'ai appris le tarot, il y a 2 ans, j'ai accédé à l'alternative tarot course,
Depuis lors, il y a aussi autre chose qui est disponible qui est très très bien, ça s'appelle A Card a Day, qui est finalement l'équivalent d'un grand livre de tarot, mais qui fonctionne aussi avec un principe d'email. On peut recevoir un mail dans sa boîte par jour pour avoir une description des cartes. Donc j'aime vraiment beaucoup ce que Beth Maiden met dans les cartes, ça correspond assez souvent à ma façon de les voir, et en même temps, comme c'est un blog participatif et collaboratif, il y a quand même tout un champ d'approches du tarot qui sont là réunis. Donc le cours est un cours payant, c'est pas très cher, je crois que maintenant il est autour de, ça doit être une quarantaine d'euros quand même. C'est un cours qui se déroule en 8 chapitres, et c'est 8, comme on dit en belge, c'est 8 chapitres peuvent faire l'objet d'une semaine par chapitre ou pas, ça dépend vraiment du temps que vous avez. Moi c'est vrai qu'à ce moment-là je me suis un peu mise en mode ermite et j'ai passé pas mal de mes soirées à faire ça, c'était vraiment agréable. Et ok, donc comment ça se déroule? Au début de chaque leçon, on a genre une page A4 avec des infos, ça peut être des ressources, ça peut être des explications, mais très très sommaires. Puis on a des exercices, et ça c'est vraiment cool parce que du coup, il y a des bases, il y a un cadre, mais très très peu. Et le reste, c'est des exercices. C'est nous qui allons chercher les réponses nous-mêmes. Et surtout, c'est un cours qui vise à nous aider à trouver notre propre méthode. Et c'est, je pense, ça que les gens viennent me demander en me demandant comment tu as appris le tarot. C'est comment on trouve sa méthode. Donc Little Red Tarot, c'est génial. Et puis à la fin de chaque séance, il y a un tirage de la semaine. Beth Maiden, elle fait pas mal elle a inventé beaucoup de tirages elle-même. Donc c'est quand même pratique au début pour se familiariser avec des tirages, se familiariser avec les cartes. Donc elle, dans le Alternative Tarot Course, elle donne pas d'explication des cartes, elle renvoie vers d'autres choses où on peut trouver. Ça c'est mon chat, il s'appelle Sawin, elle est trop mignonne, c'est un chaton. Elle mange un truc. Elle mange de la feutrine et ça a l'air trop trop beau. Et donc, les tirages de Little Red Tarot sont vraiment bien pour être dans la pratique, quoi, pas que dans l'étude. Et bon, Card de Dé en parallèle, c'est vraiment pas mal, mais là, il faut quand même bien connaître l'anglais. Je dirais que dans le cours, l'avantage, c'est que comme c'est essentiellement des exercices, c'est pas nécessaire d'avoir une connaissance très approfondie de l'anglais pour pouvoir le suivre. Il y a un autre chat qui vient de voir. Donc voilà, sur la structure, alors j'ai pas réouvert parce que j'ai pas non plus envie de vous donner tous les détails sur comment est composé ce cours, parce que Beth en vit, donc l'intérêt c'est pas de faire, c'est toute une traduction en français de tout ça, mais j'ai bien aimé qu'elle commençait par les mineurs, parce qu'on a toujours tendance à dire que les arcanes majeures ce sont les lames archétypales ou archétypiques, et donc c'est des choses tellement importantes, on a vraiment besoin de s'en imprégner pour comprendre le tarot, ce qui est vrai, mais en même temps c'est bien aussi de commencer avec des choses qui ont peut-être plus de résonance dans notre quotidien. Je me rends compte que j'utilise d'ores et déjà beaucoup le mot résonance, mais c'est assez joli. Si, c'est joli. Bon, ok. Ça fait un télo. Donc voilà, ce cours est vraiment bien. Alors du coup, effectivement, j'ai pas été tout revoir et ça va m'éviter de copier bêtement en français du contenu créé par quelqu'un d'autre, mais je vais vous délivrer maintenant en partie ce que j'en ai retenu et ce que je continue à faire quand je dois me familiariser avec un nouveau jeu de tarot, par exemple. Alors, bon, en complément, je trouve que c'est quand même vraiment bien d'avoir quelques petits ouvrages de référence. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont en ligne, mais c'est compliqué de faire le tri. Et les ouvrages en français qui sont bien, c'est rare, enfin, qui sont bien féministes et queer et pas essentialistes et pas binaires. Donc voilà, vous le savez certainement déjà, je n'ai aucune affinité avec le tarot de Marseille, je ne le connais pas, je pense que c'est quand même un système qui est assez différent du Rider-Waite, donc je vais vous donner aucune information relative à ce jeu-là. Et c'est vrai que beaucoup de cartomanciennes et de tarologues féministes ont appris le tarot en lisant du Jodorowsky. Moi je lis 2 phrases et je bondis parce que le féminin, le masculin, les éjaculations, ça me saoule, grave. Donc voilà, et je pense que quand même c'est tellement ancré, surtout une forme d'approche psychanalytique qui est très ancrée dans les sphères francophones, ce qui fait que
Même des ouvrages qui sont traduits de l'anglais ou qui sont influencés par le Rider-Waite que j'ai pu avoir en main, je me suis dit, waouh, mais pourquoi on est obligé de partir sur des symboles un peu freudiens, lacaniens ou je sais pas quoi. L'approche anglophone dans les sphères féministes, elle est plus influencée par Jung, et il y a des trucs hyper problématiques dans Jung, mais c'est déjà beaucoup plus basé sur l'imaginaire, les symboliques, et c'est moins... je crois que pour moi le tarot fonctionne comme ça en tout cas, mais bon là encore une fois c'est à chacun son approche, donc à vous de trouver, mais je vais quand même vous sortir quelques trucs qui sont pas mal. Alors moi je passe du temps dans les bouquineries, donc il y a beaucoup de choses que j'ai trouvées dans des bouquineries, par exemple la Bible du tarot qui est entièrement traduite de l'anglais, qui fonctionne sur un jeu qui est dérivé du Rider-Waite-Smith, mais adapté à la sauce, je sais pas trop quoi. Il est vraiment pas mal. Il n'est pas parfait, mais pour commencer à apprendre des petits mots-clés, avoir quelques réflexions sur une carte, ça donne un cadre si vous ne lisez pas du tout l'anglais. Alors il y a des petits trucs qui ont été écrits dans les années 70, 70 ou 80 qui sont vraiment aussi pas mal, même si c'est empreint du contexte d'une époque et qu'il faut utiliser certaines choses avec des concepts, avec des pincettes. Par exemple, une amie néerlandophone a trouvé ça dans son grenier, c'est une traduction de l'anglais, je pense qu'à l'époque il y avait aussi une traduction en français. C'est assez intéressant, j'aime beaucoup voir que dans l'histoire du tarot tout le monde retient des choses différentes, et donc c'est quand même vraiment chouette de pouvoir lire différentes approches et d'essayer de se positionner dans tout ça, même si définitivement c'est impossible de trouver un juste milieu ou bien vraiment quelque chose de solide scientifiquement, mais en même temps, bon, bah, pourquoi pas. Mais bon, voilà, du coup, ne me citez pas Jodorowsky en disant que lui, il voit que l'histoire du tarot, c'est ça, et que il a trouvé le vrai Marseille, blablabla, parce qu'en fait, tout ce que je lis propose des trucs différents et des trucs super intéressants, et même les gens qui utilisent les tarots comme carte à jouer, enfin, qui étudient le tarot comme carte à jouer, et pas sans dimension de divination ésotérique ou quoi, c'est aussi intéressant, en fait. Ça, c'est un classique anglophone. Du coup, j'ai craqué, je me suis acheté à Londres, mais je n'ai pas encore trop regardé. Donc, je sais pas, mais l'autrice s'appelle Rachel Pollack. Et ça a été traduit en français. En tout cas, différentes versions de cet ouvrage ont été traduites. Alors, sinon, un truc qui est vraiment une bonne façon d'apprendre, c'est de trouver des jeux qui viennent avec des livrets qui sont vraiment bien foutus. Et là, ça c'est Lewin, sinon il y a aussi US Games. Donc les grandes compagnies bien mainstream, bien mass market qui éditent des jeux ont quand même des auteurs qui écrivent plusieurs livrets qui sont vraiment des spécialistes. Du coup, je trouve que c'est vraiment des super bases pour apprendre le tarot, certains de ces ouvrages. Donc voilà, surtout moi j'ai bien aimé celui-là. Alors il est un peu rigolo le tarot des chats mystiques, mais j'ai vraiment bien aimé ce qu'on dit dans cet ouvrage. Et donc je le prends en anglais parce que je préfère lire en VO si je peux lire en VO, mais ce tarot existe en français. Ça, je ne l'ai pas mis près de moi, mais vous savez peut-être que j'ai un tarot féministe lesbien de 1984, et il y a quelques années, une personne du Canada a écrit des choses sur ces cartes dans une optique queer, féministe, et ça c'est super bien, mais c'est en anglais, et alors là pour le coup c'est pas du tout de l'anglais abordable, quoi, donc accessible, je veux dire. Il faut quand même un certain niveau, genre je comprends pas tout. Donc ça c'est une super base, et je sais qu'il y a des collectifs qui travaillent sur des traductions de trucs essentiels sur le tarot vers le français, et ce serait vraiment intéressant qu'à un moment on puisse partager ce genre de ressources. Moi je dis toujours que j'ai envie de le faire, et puis j'ai la flemme, j'ai trop de choses à faire, mais ce serait vraiment bien. Alors par contre, il y a d'autres ouvrages qui viennent avec des livrets qui sont quand même pas terribles. Le Wild Unknown, c'est intéressant, et ça permet aussi de comprendre ce que la créatrice a mis spécifiquement dans ce jeu-là, qui est pas nécessairement des inspirations classiques, mais bon, c'est un peu limité. J'ai aussi récemment, je sais pas si le livret est dedans, je pense pas, je crois que je l'ai dedans. Voilà, le Ostara Tarot, c'est pas mal, mais loin d'être parfait, je trouve. Voilà. Et alors, on a les jeux alternatifs qui viennent avec des petits livrets qui sont des bijoux, quoi. Donc le Slow Roller, qu'est-ce jeu-ci,
Voilà. Il vient avec un livret qui revisite les cartes tout en restant sur une approche assez classique et avec des dimensions collectives. Enfin, je l'aime. Et le Next World Tarot devrait arriver très très bientôt. Et là, je pense que le livret va être bien si on peut en croire ce que Christy Searod a déjà publié sur ses cartes en ligne. Et alors, par exemple, on a des jeux comme le Slutist, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo, où il y a un mini livret qui va se cacher ici, voilà. Il est super basique, donc c'est fou, c'est tout petit. Et en même temps, ça fonctionne, mais du tonnerre, parce que du coup, c'est un jeu, il ne faut pas nécessairement connaître le système du tarot pour pouvoir faire des tirages, ou peu, parce qu'en 3 phrases par carte, elles arrivent à vraiment ramener un truc percutant et pertinent pour les tirages qui sont liés au relationnel, au sexe. C'est pas un tarot généraliste, c'est plutôt un tarot qui se focalise là-dessus. Et alors ça c'est vraiment bien. Mais par contre c'est pas vraiment interchangeable avec d'autres tarots. Mais enfin moi je trouve ça absolument parfait qu'il y ait des tarots qu'on puisse utiliser sans s'y connaître nécessairement énormément en tarot. Par contre c'est vrai que tous les jeux qui s'inspirent du système du Rider-Waite-Smith, je trouve qu'ils présentent l'avantage qu'une fois qu'on connaît un peu son Rider-Waite, qui n'est d'ailleurs pas le mien, celui-ci c'est celui de ma compagne, on est assez flexible en fait avec des jeux qui s'en inspirent ou qui sont des clones, comme on dit, du Rider-Waite. Donc si vous cherchez par où commencer, même s'il n'est pas s'il est très joli parce qu'il est très marqué début du XXe siècle, qu'il est fait par une artiste féministe formidable, mais bon, il y a des trucs qui peuvent paraître de prime abord très hétéro ou très classiques. Par exemple, les pentacles sont vraiment basés sur l'argent, j'ai du mal à les lire. C'est quand même une base. Et vous pouvez en tout cas trouver des photos en ligne super facilement. Donc moi, tout au long de mon parcours, c'est vrai que je suis revenue au Rider-Waite en cherchant les images des lames en ligne pour comprendre un peu cette histoire, parce que c'est toute sale. Parce que Pamela Coleman Smith, en illustrant les mineurs, elle a vraiment marqué les 100 années du tarot qui ont suivi. Et c'est quand même bien un moment d'y revenir et de voir ces cartes-là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas les illustrations, parce que ça permet après de comprendre comment chaque créateur, créatrice va réinterpréter ça ou s'en éloigner. Donc voilà, du coup c'est d'ailleurs un des trucs qui me paraît vraiment important quand on apprend le tarot, c'est de pouvoir comparer des cartes. Et ça ne veut pas dire qu'il faut acheter plein de jeux, mais ça veut dire que regarder en ligne ou même Instagram, pour ça c'est super pratique, quoi, des différentes interprétations d'une même carte. Par exemple, celui-ci n'a rien à voir avec les univers plutôt dark que j'aime habituellement, et pourtant je l'adore. Et par exemple, la tempérance, elle est super classique ici. Et alors, on a d'autres cartes qui sont, voilà, par exemple, le 4 de Pentacle, très typiquement, et puis d'autres qui s'éloignent vraiment beaucoup. Et ça ajoute à chaque fois, par exemple, ce 10 de Pentacle. Il a cette dimension un peu d'intégration qui peut-être, limite, ça me ferait bien penser au Wild Unknown, mais moins au Rider-Waite-Smith, où je trouve que le 10 de Pentacle est illisible. Et aussi ce côté très ancré, quoi, qui est vraiment important dans cette carte et dans les pentacles en général. Encore une fois, un des mots un peu facile ou bateau du tarot, qui demanderait qu'on s'y attarde, mais qui en même temps facilite quand même une compréhension commune, plus ou moins commune, de certains concepts. Alors, dans tout ce que je vais vous donner comme éléments maintenant, qui sont des petits trucs et astuces pour apprendre le tarot, je fais un peu une compilation de ce que j'ai découvert par moi-même, mais en fait très peu. Et pour le reste, c'est des choses que j'ai retenues des cours, de Little Red Tarot en particulier, et aussi de tous les contributeurs, contributrices sur le blog de Little Red Tarot qui proposent des choses intéressantes. Les vidéos de Kellyanne Maddox aussi, Jessie Huttenberg, enfin tous ces trucs, je vous conseille de regarder les ressources sur mon blog ou
Peut-être que ça se retrouvera en dessous de la vidéo. Et sinon, j'ai suivi, ok, j'ai passé tout mon pécule de vacances, pendant les grandes vacances ou presque, pour suivre des cours de Ethony en ligne. Je trouvais qu'il y avait des choses problématiques dans la Tarot Summer School. Il y avait aussi des choses bien, et je ne vais pas rentrer dans les détails. Et je me suis inscrite à un certain nombre de cours qui étaient quand même pas tellement, je dirais, des cours de débutants, mais qui permettent vraiment d'approfondir sa pratique, d'avoir des réflexions et d'aller beaucoup plus loin dans sa connaissance des cartes. Donc je trouve ça chouette. Et donc ça veut dire que je vais m'inspirer de toutes ces choses-là dans le récapitulatif que je vais faire, en essayant au maximum de vous citer les personnes qui m'ont inspiré cette approche-là. Bon, alors un truc qu'on retrouve quand même presque partout, c'est il faut pratiquer. Alors, quand je vais dire il faut, vous le prenez aussi avec beaucoup de pincettes et de délicatesse. Il faut, disons, ça aide, mais après il y a des gens qui sont terrorisés par l'idée de simplement mélanger des cartes, qui ont un côté, une admiration, une fascination pour le tarot, et pour qui c'est vraiment dur de commencer à tirer, que ce soit une carte du jour ou des tirages. Je pense qu'au final, apprendre des mots sans jouer avec... mais vraiment jouer, quoi, dans le sens ludique, sans jouer avec son jeu, à un moment, vous allez arriver à coincer. Donc mon conseil, ce serait de commencer dès le début à manipuler ce fameux tarot. Alors pratiquer, c'est aussi tenir un journal en mode petit journal intime avec... regardez, moi j'ai pris mes notes dans mon magnifique petit truc avec des petits dessins à l'intérieur. C'est un magnifique carnet, j'en ai plein depuis que je fais du tarot. Bon, j'en ai toujours tout plein. Ok. Dans la chambre d'amis, on a environ 10 caisses comme ça, avec tous mes journaux intimes et les bricoles que j'ai écrites tout au cours de ma vie. D'accord, j'adore ça. Même si vous adorez pas ça, vous pouvez vraiment le faire sur un blog, sur votre ordinateur, sur votre smartphone. Mais c'est vrai que ça aide à fixer. Par exemple, moi, en réalité, j'ai beau aimer les carnets, j'ai du mal à le faire. Ce qui veut dire que je vais méditer sur une carte pendant une demi-heure, je vais avoir plein de révélations, ça va étendre au possible ma conception de la carte, mais après je vais être complètement crevée, je vais pas trouver le courage de noter les idées qui me sont venues. D'ailleurs, c'est pour ça que mon blog est assez peu mis à jour. Et du coup, là, par exemple, j'ai un truc que j'ai trop envie d'écrire sur le 7 de bâton. Et j'arrive plus à revenir au côté pétillant de l'idée que j'avais eue au moment où je faisais une méditation dans un bain d'herbe. Oui, je fais mes méditations sur les cartes de tarot dans mon bain. Donc le journal, c'est intéressant, même si c'est juste pour noter des mots-clés ou le nom d'un tirage ou quoi, mais on peut y revenir et c'est peut-être bien, si vous êtes à ce point structuré, de noter les dates, l'ordre de vos journaux pour savoir à un moment, ok, à Samhain l'année passée, j'ai lu tel truc, ou j'ai fait tel tirage, et j'ai envie d'y revenir. Ouais, ça aide. Et puis c'est agréable. Il y a des gens qui aiment aussi faire des collages ou des dessins, parce que le tarot peut vraiment fonctionner sur le dessin. Ça me fait penser que parmi les exercices que je trouve vraiment bien pour se connecter à une carte, c'est de les redessiner ou de faire des interactions entre des figures que vous voyez dans différentes cartes ou dans différents tarots. Mais j'ai pas rassemblé autour de moi ces exemples-là. Donc ça peut être dans votre journal, ça peut aussi être sur des petites feuilles et puis vous les mettez autour de votre espace de tarot ou autour de votre bureau et ça aide à s'imprégner. Moi ça me parle vraiment pas mal. Mais voilà, dessiner, collage, gribouillage, il n'y a pas de bonne façon de faire, c'est juste de rentrer dans les cartes, d'établir vraiment une connexion avec elles, une relation, et ça aide. Donc le journal, ça veut dire qu'il y a des moments, et on ne peut pas le faire tout le temps. Et au début, c'est quand même bien de le faire. Et c'est bien aussi de réussir à le refaire à des moments dans sa pratique du tarot. Chacun sa méthode, mais moi, je trouve ça bien. C'est tirer une carte du jour ou une carte du soir. La carte du jour, c'est le matin, de préférence, ou à un moment plutôt en début de journée. Et... voilà, vous mélangez, vous respirez bien, vous réfléchissez à votre journée ou pas, vous essayez de vous vider un peu la tête. Il n'y a pas de méthode. Hop, vous tirez une carte. Le 9 de coupe ici, par exemple, dans le Kitty Cahen Tarot, qui est celui-ci.
qui est épuisé, mais qu'il y a moyen de trouver sur eBay pour pas trop cher. J'ai payé le mien 28 €. C'est un tarot indépendant, alors ça va. Non, qui a été réédité en édition par indépendant par la suite, mais c'est la version allemande, donc je crois qu'elle est indépendante. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire quand on tire ça? Soit on fait un petit dessin, soit on fait une photo et on la met en fond d'écran de son GSM, et GSM, c'est comme ça qu'on dit téléphone portable en belge. Je vous apprends du belge, je suis quand même vraiment gentille avec mon public francophone, pas de Belgique. Et il y a des jours où vous n'aurez vraiment pas le courage de faire quoi que ce soit, vous pouvez juste chercher des mots-clés, que ça peut être avec le tout mini livret qui vient avec votre jeu par exemple, ou vous avez des sites de tarot tout bêtes comme learntarot.com où il y a vraiment des mots-clés en anglais très basiques. Si vous ne parlez pas l'anglais, c'est l'occasion d'utiliser la traduction et ça un outil de traduction ou une application de traduction, ça vous met encore plus dans une démarche de connaissance. C'est lire des textes donc sur Little Red Tarot ou vos autres sites fétiches. Je pense que ça va vraiment commencer à se développer du côté francophone. Ou alors tapez le hashtag de la carte sur Instagram et vous allez peut-être voir des choses qui débarquent en français aussi. Voilà, parfois on n'a pas le courage d'écrire soi-même ou d'étudier soi-même et on peut juste se contenter d'aller quelque part chercher une info dessus. Parfois c'est juste de passer 5 minutes à la regarder, ou moins, parce qu'on n'a pas toujours 5 minutes le matin quand on est en train de se réveiller, mais ça peut faire partie de votre routine du matin avec le café. Moi j'aime bien l'écriture automatique, c'est-à-dire que je suis capable de laisser couler ma main sur le papier en regardant une carte de tarot. C'est pas l'écriture automatique dans le sens connexion avec les esprits, mais connexion avec soi-même, quoi. Vous pouvez raconter une histoire sur ce que vous voyez dans la carte. Moi, parfois, quand j'avais pas d'inspiration et quand j'en ai toujours pas, juste je vais noter les couleurs que je vois dedans, les symboles. Alors, on dirait que le personnage porte du pain. On dirait qu'elle est sur un pont. Et après, les cartes sont derrière. Alors, je peux juste me dire, ah ouais, donc ça ressemble vachement au Rider-Waite-Smith. Mais on dirait qu'on est dans les nuages. Et en même temps, il y a de l'eau qui coule. Je vais pas nécessairement en tirer des conclusions. Mais ça va m'aider à voir les correspondances, les codes, les symboliques qui reviennent dans ce tarot-là spécifiquement. Donc, il y a vraiment plein de façons de faire, mais simplement avoir un petit journal et noter quelque chose sur la carte du jour, c'est bien. Le principe de la carte du jour, c'est pas nécessairement, après tout dépend de votre approche du tarot, mais c'est pas nécessairement de se dire voilà ce qui va m'arriver aujourd'hui. C'est plutôt de se dire voilà à quoi je peux être attentive aujourd'hui. Et du coup, dans toute ma journée, par exemple, aujourd'hui, je pourrais réfléchir à quelles sont ces coupes qui sont derrière moi et qui déversent leur flot, qui me rendent satisfaite, voire hyper heureuse. Et pourtant, je suis sur un pont et j'ai envie de profiter de cette abondance pour formuler d'autres souhaits, rêver à d'autres choses, m'appuyer là-dessus pour aller plus loin. Et donc, je pourrais réfléchir tout au long de la journée à ce qui me fait penser à cette carte dans ma vie, ou bien être tout simplement très attentive quand je passe à côté d'un pont lors d'une balade et d'y passer un peu de temps en réfléchissant à la carte, mais aussi du coup en la raccrochant très concrètement à mon monde. Alors, dans mes notes, j'ai noté j'ai encore deux ou trois choses à dire sur ces cartes du jour. Je voulais dire qu'une super façon d'apprendre le tarot, c'est la méditation aussi avec des cartes. Et j'en profite pour vous montrer le kitty Karan. Je sais pas, je parle pas très bien. Mais ça, j'y reviendrai par la suite. Et alors, tu as aussi le truc vraiment simple qui consiste à écrire une histoire sur base de la carte. Si ça trouve pas de place par rapport à ce que vous vivez en ce moment, mais simplement imaginez-vous qu'est-ce que ce personnage est en train de faire, qu'est-ce qu'il porte, que représentent ces 10 bâtons là du 10 de bâton, parce que c'est sacrément lourd en général les bâtons du 10 de bâton, donc on pourrait mettre pas mal de choses dedans. Voilà, notamment dans le cours de Little Red Tarot, sur les cartes de cours qui sont quand même toutes ces figures ici qui sont pas les plus faciles du tarot, qui sont même généralement considérées par beaucoup de monde comme les plus compliquées, et j'en fais partie, qui donnent plutôt
qui font plutôt référence à des traits de la personnalité de la personne qui consulte les cartes ou de son entourage. Elle proposait d'écrire une espèce de soap opéra, le plus belle la vie des personnages des cartes de tarot, et donc d'imaginer, de pousser le stéréotype de chacune des cartes pour du coup, je sais plus dans les figures, mais de les pousser pour essayer de les faire interagir. Et aussi de dire, ok, si je dois penser, là j'avais le roi de coupe, à qui ce personnage me fait penser dans les personnes que je connais. Moi, ça me fait penser vraiment aux personnes que je connais qui sont des thérapeutes ou plutôt des psychologues. Et alors, qu'est-ce que je pourrais avoir d'autre comme personnage de cours? Du coup, il m'en vient pas. La reine de Pentacle. Elle me fait penser au fait que je... En ce moment, j'aime bien dire que c'est parce que je suis ascendant Vierge, au fait que j'aime bien m'occuper des trucs pratico-pratiques et d'être très structurée dans mon quotidien et tout ça. Pour autant, je suis méga bordélique. Mais donc, elle me fait penser à une partie de ma façon d'organiser mon quotidien. Mais pas tout, parce qu'à côté de ça, je suis bordélique et ça, je pense pas que la reine de Pentacle le serait. Et voilà, des trucs comme ça. Alors, c'est cliché, ça va pas toujours nécessairement nous permettre de voir toutes les facettes que peuvent englober ces cartes, mais c'est des points d'accroche. Ça leur donne du concret, du réel dans nos vies, et ça c'est quand même bien quand on étudie le tarot. C'est pas de rester que sur des trucs très mystiques ou des idées, des concepts, mais de les accrocher à notre réel. Par exemple, le 4 de coupe, ça peut vouloir dire plein de choses, mais tout simplement on peut se dire « Ah, tu te souviens la fois où j'avais vachement pas envie de sortir quand tout le monde disait que ça allait être la fête de l'année et que je suis restée chez moi parce que voilà, j'étais pas très motivée et qu'en fait j'ai fait un truc qui était super sympa, j'ai mis de l'ordre dans ma garde-robe et ça m'a fait trop du bien. » Et voilà, donc on peut aussi fonctionner comme ça, simplement en voyant une carte et en la connectant à des choses très concrètes de notre vie. Ou comme quand même le tarot fait beaucoup référence à la mythologie, penser à des histoires. Une mythologie, ça ne doit pas nécessairement être toute la mythologie grecque ou autre. Ça peut aussi être une référence à la culture populaire. Ah, ça me fait penser à Buffy quand elle enfonce ses pieds dans les vampires, ou voilà, tel truc, ça me fait penser à un film vachement neuneux que j'ai vu mais qui était quand même super bien, ou ça me fait... Voilà, donc ça c'est aussi quelque chose qui permet pour vous que le tarot soit pas juste un outil qui soit détaché, mais qu'il s'inscrive vraiment dans tout plein de choses. Et ça me fait penser, alors cette fois-ci, à ce que j'avais écrit ici, qui est la dimension universelle du tarot. Là aussi, c'est quelque chose, ma pensée évolue vraiment beaucoup par rapport à ça. Elle est assez charmante, cette idée. Le tarot fonctionne bien parce qu'il fait référence à des archétypes ou des situations qui sont universelles. Il y a un peu de ça, mais souvent quand on dit ça, on donne un peu l'impression qu'il y a quelque chose d'immuable ou quelque chose qui est propre à toutes les personnes, et en réalité... l'universel, c'est souvent une façon d'utiliser le langage, les codes, les représentations des dominants auxquels tout le monde serait censé s'identifier. Et d'ailleurs, bon, ok, Pamela Colman Smith, c'est pas un bon exemple parce que j'allais dire le fou est souvent un jeune homme cis, hétéro, blanc. Bon, chez Colman Smith, tout le monde a l'air un petit peu queer, je trouve, mais elle était peut-être elle-même. Googlez la vie de Pamela Colman Smith, ça en vaut les tours. Bon, mais quand même, dans beaucoup de jeux, on a ces images-là qui reviennent. L'histoire, ce que j'ai retenu en tout cas de l'histoire du tarot, c'est quand même qu'il est né dans les cours européennes, ou en tout cas, il a commencé à être diffusé de façon très large à partir de la noblesse européenne à la fin du Moyen-Âge ou au début de la Renaissance. Et donc, il était fait par et pour les puissants, et peut-être que les classes populaires s'en sont emparées rapidement. Mais il était quand même fait par et pour les puissants. Et il y a d'autres moyens de divination qui étaient beaucoup moins élitistes et qui existaient et qui ont existé de tout temps et partout, mais
quand même, le tarot est attaché à cette histoire-là, donc dire que le tarot fait forcément référence à des archétypes ou à des images ou à je sais pas quoi qui seraient universels, quand on sait d'où il vient plus que probablement, c'est un peu difficile. Et donc, je trouve que c'est vraiment important pour nous de continuer à écrire, de continuer à lire les cartes en s'attachant à cette histoire et au fait que oui, ça permet de faire des liens entre plein de gens, en plein d'endroits, et que ça nous parle, mais qu'en même temps, on continue à affiner, à localiser comment nous, on lit les cartes. Bon, je lis les cartes dans mon contexte de ma communauté queer ici à Bruxelles. Et en tant que personne blanche, y a des expériences que je vais à côté desquelles je vais essayer je vais pas pouvoir m'empêcher de passer dans le tarot, et tant mieux parce que sinon je partirais du principe que de mon point de vue blanche, j'ai l'empathie de comprendre la vie de tout le monde, alors qu'en fait j'ai des privilèges qui font que je suis des côtés des dominants, c'est inévitable. Et donc je trouve que l'intérêt aussi c'est de déplacer quoi, cette universalité, cet universalisme du tarot pour montrer que l'universel c'est aussi la pluralité et que des points de vue, les points de vue des opprimés ont aussi le droit de prétendre à l'universalité. Et donc je trouve vraiment important d'écrire nos récits du tarot, de privilégier ou de continuer à utiliser des tarots queer. Et je suis en train de faire tomber mon slow roller pour élargir tout ça. Et donc non, je ne suis pas une puriste en disant il faut apprendre le tarot avec tel jeu, parce que justement je trouve que le fait que toutes ces créatrices et créateurs et tous ces tireurs et tireuses de cartes mettent des nouvelles choses, ça ne fait que justement élargir, multiplier, et ça en fait un outil qui devient de plus en plus intéressant à mesure qu'il devient moins figé et qu'il peut refléter de plus en plus d'expérience, même si il part quand même d'un outil de jeu, d'un jeu de cartes des dominants. Bon, les dimensions alchimiques et tout, je laisse de côté pour le moment. Donc j'étais au niveau de l'apprentissage du tarot, je vous parlais de la carte du jour. Je vais maintenant vous dire que quand même c'est intéressant tous les quelques jours d'avoir des plus grands tirages. Au début c'est très impressionnant et on fait peut-être des erreurs, ou en tout cas on est juste perdu. Mais bon, c'est la pratique aussi qui aide à se mettre dedans. Alors bon, plein de livrets sur le tarot propose de commencer avec la croix celtique. Alors on essaie, et puis parfois il y a des personnes qui l'adaptent, d'autres qui l'abandonnent complètement. Moi j'aime bien les tirages en 3 cartes, en tout cas pour commencer, puis en ajouter d'autres. Et donc 3 cartes, ça peut être énormément de combinaisons différentes. Si jamais on a besoin de repères pour se dire voilà, à tous les tels moments je me fais un tirage. Le principe des tirages de pleine lune ou de nouvelle lune, c'est bien pour se donner des échéances. Après, peut-être vous fonctionnez avec la lune dans votre pratique, et donc c'est encore plus pertinent. Et sinon, ça peut juste être un petit repère dans votre calendrier. Alors, les tirages que j'aime vraiment bien, c'est ceux qui vous invitent à réfléchir sur quelle tireuse de cartes vous êtes. Alors, tout ça, c'est bien. En parallèle, ce qui est bien aussi, c'est les exercices qui permettent de développer son intuition. Et parfois, c'est difficile de le faire avec le tarot. Alors, c'est aussi très très chouette d'avoir vos propres petits trucs pour ça. Par exemple, quoi de plus simple que de se créer son propre oracle. Alors, moi, j'ai fait ça un des soirs de cette semaine où j'avais envie de me vider la tête. Et donc, voilà, j'ai commencé à faire des petites cartes d'oracle. J'ai jamais terminé quand j'essaie de faire des oracles, mais ça permet quand même de faire des petites cartes, les tirer, déborder. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Là, j'ai vraiment débordé le temps que j'avais prévu de faire. Pour cette vidéo, ça va faire 40 minutes. Si vous êtes encore là, coucou les gros bidous, vous êtes bien courageux. Sinon, mettez sur pause et revenez un peu plus tard. J'en ai encore pour facilement 10 minutes. Hein. Alors, aussi, un autre truc sympa. Ça aussi, j'ai découvert sur YouTube. C'est l'idée de lancer des charmes ou des breloques. Et c'est très proche de tout ce qui pouvait être lancer des runes ou d'autres types. Donc, c'est une méthode de divination qui est
moins poussé que le tarot, dans le sens où il y a moins un système derrière. Ça ne veut pas dire que c'est moins poussé, parce que ça laisse beaucoup plus de place pour l'imagination. Par divination, je n'entends pas nécessairement prédire le futur, mais j'entends plus voir des choses qui sont peut-être pas évidentes a priori. Alors, donc, dans cet ensemble de breloques, j'ai des aimants qui montrent que les choses peuvent tenir. J'ai des barrettes vintage que j'ai trouvées au marché au plus cet été pour 3 fois rien. Des fleurs, des trucs de Polly Pocket, de mon enfance, des coquillages, des petits yozos, des petits lions et des trucs comme des soleils ou des lunes. Et alors j'ai veillé aussi à mettre des pierres juste pour les codes couleurs. Des petites lettres comme ça en perles qui peuvent permettre de faire du sens. Alors je jette. J'ai un petit tableau de tirage. Au préalable, je décide que par exemple cette partie s'est passée présent futur ou autre chose. Et donc la clé, ça peut vouloir dire qu'on accède à quelque chose qui va nous permettre de d'unir ou de faire concorder des choses. Et là, c'est du rose. Alors, on est plutôt sur l'amour ou le relationnel. Cette flèche, ça donne une direction. Donc, ce secret va être activé, ou ce contenu auquel on accède va être activé pour pouvoir... alors là, c'est la petite chauve-souris. Voir dans la nuit des choses que d'autres ne voient pas, intégrer, accéder à son propre radar, peut-être son 3e œil, en tout cas développer d'autres compétences. Alors on a le petit champignon. Alors attention, parce que les choses peuvent paraître très mignonnes mais sont peut-être toxiques dans ce à quoi on accède une fois qu'on a cette clé sur le relationnel. Mais bon, on est un lion, ça me fait penser à la carte du tarot de la force. Donc on a aussi cette capacité de tenir sur la longueur avec ce qu'on peut découvrir d'assez fort dans tout ça. Et alors en haut, j'ai une petite étoile verte. Alors étoile, j'y vois de l'espoir, j'y vois de la guérison, et vert, définitivement de la guérison. Et bon, peut-être vous voulez voir la terre dans le vert, et ça c'est aussi, ça vous aide à développer vos propres codes couleurs. Alors on passe encore des petites choses, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça aide à développer son intuition, ça aide à raconter des histoires, à éviter de bugger quand on est devant un élément qu'on n'arrive plus à comprendre devant une carte de tarot, ou à juste broder, quoi. Et parfois ça nous vient de quelque part, quoi, le fait qu'on brode, et ça donne vraiment des choses intéressantes. Alors en fait je fais aussi cette vidéo parce qu'on m'a demandé plusieurs fois, mais comment diable puis-je faire pour apprendre les mineurs, quand en particulier on vient du système de Marseille où elles ne sont pas illustrées, elles fonctionnent en grande partie sur la numérologie. Ce qui est toujours le cas dans les trucs qui sont inspirés du Rider-Waite, les jeux inspirés du Rider-Waite, mais moins. Ok, alors, le truc de base, c'est de comprendre les éléments auxquels sont associés chaque série. Donc ici, les cailloux, les pierres, c'est l'équivalent des pentacles dans votre jeu. Et donc, essayez de comprendre, pentacle, c'est la terre, qu'est-ce que moi j'associe à la terre, et puis quand même aller voir dans différentes sources sur le tarot, qu'est-ce qu'on y associe généralement. Ça, c'est important. Ce qui est bien aussi de faire quand vous avez un jeu, et ça prend du temps, c'est de chercher dans toutes les cartes, qu'est-ce que je trouve qui fait référence à la terre. Par exemple, hiérophante ici, il y a beaucoup de terre. Cette visionnaire de vaisseau, donc cette reine de coupe, c'est une personne qui fait pousser des arbres dans sa baignoire. Donc en fait la terre se retrouve aussi ailleurs. Et donc ça peut permettre d'avoir des angles, des façons d'accéder aux cartes. Mais alors, bon, on ne peut pas se contenter de ça. Donc une fois qu'on a fait ce travail-là, on peut aussi se dire, ok, bah là, les fleurs, elles sont rouges, et là aussi, pourquoi ? Bon, là, c'est un jeu collaboratif, collectif à plusieurs, avec très nombreux dessinateurs et dessinatrices, donc c'est peut-être pas le plus évident. Lequel je vais vous sortir ? Le Wild Unknown, hein, mon petit chouchou.
Voilà, les plumes. À quoi on associerait les plumes ici? C'est marrant, les plumes c'est souvent associé à l'élément d'air, et là on est dans les pentacles. Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des plumes dans le 9 de pentacle? Est-ce que ça veut dire que le 9 de pentacle c'est avant tout son petit jardin secret, son petit endroit où on se sent safe, et donc c'est associé à la douceur? Ouais, mais en même temps, moi, dans ce jeu-là, le 9 de Pentacle, je le vois quand même vachement comme le fait d'arriver à mettre les limites pour pouvoir préserver ce petit jardin secret, ces petits moments pour soi. Et du coup, là, je vois l'élément d'air. Comment je peux manifester, communiquer mes limites aux gens. Et donc, de là, je prends la carte suivante, et on est de retour dans les coupes, et puis dans les pentacles, mais on a encore un animal avec des plumes. Et qu'est-ce que c'est les plumes là? Et alors, si vous connaissez ce jeu, vous saurez que le fou est aussi un petit caneton ou un petit oiseau. Quels sont les liens entre la fille de coupe et le fou? Sur la carte du fou, l'oiseau est en train de se jeter dans le vide depuis une branche. Ici, elle est en train de nager, d'apprendre à nager, et elle est dans les couleurs qui sont fort jolies. Donc apprendre aussi ce que chaque personne voit, chaque créatrice, créateur voit dans les couleurs de son jeu, c'est intéressant. Je ne fonctionne pas trop comme ça moi, mais bon, encore une fois, c'est à chacun sa méthode, hein. Il y a beaucoup de gens qui travaillent beaucoup avec les couleurs. Puis c'est noter les symboliques. Par exemple, j'ai eu le Kitty Kahane il n'y a pas longtemps, et en fait je comprends pas trop bien, je suis pas sûre que quelque chose à comprendre. Certains, pourquoi la lune et le soleil à tel endroit, ou l'étoile, et pourquoi ces bonhommes qui sont en même temps des cailloux mais qui sont des bonhommes, et ces trucs qui sont dessinés dans les vêtements des gens. Et voilà, par exemple là le chapeau c'est un bonhomme. Bon, ben, j'ai encore rien compris, seulement j'ai fait une page ou deux et j'ai noté quels sont les éléments qui reviennent, quand est-ce qu'ils sont dans quelle couleur. Et puis au bout d'un moment, je vais peut-être avoir la clé. Ou peut-être pas, mais au moins j'aurai un rapport peut-être. Je suis en train de manger ma perruque. Plus intuitif aux cartes de ce tarot-là. Donc moi, je le fais parfois par écrit, mais je peux aussi tout simplement déballer toutes mes cartes, ou déballer tous les 4, ou tous les 5, ou alors toute une suite, et puis voir. Encore une fois, c'était très libre. Et par exemple, ce qui est cool dans le slow roller, c'est que la personne a... Les personnes ont renommé les personnages, les figures. Et donc, qu'est-ce que j'ai essayé de faire quand j'ai voulu l'apprendre mieux pour pouvoir le tirer à des gens? Je me suis dit, ok, alors dans les étudiants, j'ai mis les 4 étudiants, qui sont l'équivalent des valets. Et j'ai dit, il y a des mains qui reviennent, du faire, de l'action, créer, essayer, art, engagement, à défaut d'expérience. Il y a beaucoup de montagnes. C'est pas encore le voyage, mais c'est la perspective du voyage. Et puis, le cavalier, c'est devenu le voyageur. Et là, je dis mouvement, bouger étroitivement, beaucoup d'eau. Voilà, des ciels nuageux. Et alors, à chaque fois, je reprends ces éléments et donc je comprends mieux ce qu'on met spécifiquement dans les personnages ou les figures de cours dans ce jeu-là. Donc c'est beaucoup de bricolage, mais c'est ça qui est assez chouette, quoi. C'est pas de regarder son tarot et de le mettre dans sa petite pochette de soie, mais c'est vachement cool les pochettes de soie. Mais voilà, moi j'aime vraiment bien le déballer, le développer, et c'est mon conseil. En tout cas, c'est comme ça que moi j'apprends, et j'ai commencé à apprendre et je continue d'apprendre le tarot. Puis après, c'est intéressant de voir les correspondances entre différents jeux. Est-ce que les bougies ou les coquillages, ça veut dire la même chose dans tous les jeux ou pas, ou... Voilà, ça, à vous de voir combien de jeux vous voulez avoir. Moi, personnellement, j'ai commencé à faire un truc, c'est que j'achète ou j'emprunte des jeux, ou je les prête, ou je les donne, ou je les revends, ou je fais des échanges, et ça permet de circuler. Donc, je me suis rendu compte que c'était pas un problème pour moi d'acheter tous les quelques mois des jeux, parce qu'après, je pouvais les faire circuler si j'adhérais pas, mais ça m'avait permis de découvrir un autre type de tarot. Mais bon, après, il faut quand même un petit budget à la base pour le faire. Donc, tout dépend, mais vous pouvez aussi trouver beaucoup de photos sur internet qui peuvent déjà vous aider à mieux comprendre les cartes. Donc comparer les cartes entre les jeux, c'est vraiment pas mal, et surtout les éléments, les symboliques, quand c'est là, c'est pas mal. Alors faire une méditation avec les cartes, alors je suis pas une spécialiste de la méditation, mais j'ai vraiment beaucoup aimé les exercices qui m'ont été proposés là-dessus. Donc l'idée c'est de faire... les petites choses qui vous permettent de vous mettre dans un état méditatif, d'avoir
passer du temps avec la carte avant, et puis de rentrer dans la carte. J'adore la visionnaire de coupe, alors elle reste là. Et là, qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez rentrer en interaction avec le personnage, lui poser des questions, mais vous pouvez aussi, et ça développe beaucoup l'intuition, sentir avec vos 5 sens tout ce qui est dans cette carte. Et puis à un moment, une fois que vous avez fait le tour, ou même directement, vous regardez autour, ce qui n'est pas là, mais que vous allez commencer à voir. Et ça vous permet vraiment d'élargir votre vision de la carte. Moi, par exemple, je suis assez fan de la méditation avec les as de coupe. C'est des choses qui me font un bien fou. Et alors, c'est très, très, très con, mais alors le chat dans ce jeu-ci, c'est le fou. Alors lui, en fait, même si je ne fais pas nécessairement de la méditation, mais si je dois me relaxer et m'imprégner d'une carte, je vais juste bien respirer et penser à cette carte. Et donc ça aide quand même aussi à rentrer dans une carte et à avoir son interprétation personnelle de cette carte. C'est pas facile pour tout le monde, hein. La méditation c'est en tout cas pas facile pour moi, mais voilà, ça peut être vraiment, vraiment chouette. Alors on peut étudier des mots-clés, moi je trouve comme c'est bien d'avoir de fixer un peu les mots-clés des jeux en parallèle à tous ces petits exercices. Je conseillerais, en tout cas encore une fois c'est ce qui a marché pour moi, de faire les deux en même temps. Mais on peut aussi prendre un jeu et commencer à créer nos propres mots-clés pour notre jeu. Ou bien à un moment arrêter de noter ce qu'on a vu partout et se dire oui mais moi si je devais mettre juste 3 mots sur cette carte ce serait quoi par exemple? Le 9 de couteau, le 9 d'épée. Alors, en général, on pourrait dire angoisse, cauchemar, insomnie. Et là, je te dirais, avec celle-ci, j'associerais monstre. Psychotage, hein, ils sont bien enfoncés dans la tête, les trucs. Et en même temps, renaissance, peut-être, avec ce personnage qui est en train d'émerger de ce cauchemar. Et juste ça. Mais ça permet à chaque fois d'élargir, parce qu'on part souvent de pas grand-chose quand on commence à connaître des cartes. Voilà, alors écrire des histoires sur base d'un tirage, et pas uniquement de votre carte du jour, ça peut être chouette aussi. Je mettrai en lien des jeux, des exercices qui ont été proposés par Carrie Mellon et par Little Red Tarot sur tout ça, ou bien simplement avoir une histoire en tête, ou juste une situation que vous avez rencontrée dans la journée, et se dire, ok, eh bien par rapport à ça, carte vers le haut, face de la carte vers le haut, lesquelles je vais choisir pour ça. Donc, par exemple, je dirais que si aujourd'hui j'avais envie de me reposer, j'étais un peu en train de récupérer des forces parce que il m'est arrivé des trucs tellement horribles, mais je ne sais pas comment réagir. Si tu as écrit un numéro d'un magazine sur la grossophobie et que tu m'as interrogé, sache que j'avais envie d'être dans mon 4 de couteau. Et en même temps, j'étais quand même aussi en mode... en total mode voyageuse de couteau. Mais qu'est-ce que j'avais envie d'ouvrir ma gueule et de balancer des trucs, mais quitte à me griller de partout et à faire mal et à foncer dans tout. Mais j'avais besoin de m'exprimer. Et donc à la fin de la journée, je pourrais aussi très bien ne pas tirer des cartes qui vont me foutre encore plus de choses en tête et qui vont pas du tout m'aider à savoir que faire, mais simplement mettre mon jeu devant moi et me dire ah ouais, non mais j'étais vraiment le 4 de couteau aujourd'hui et j'étais balancée par ma voyageuse de couteau et c'est toujours pas c'est quoi l'équilibre. Ça... Des petites choses comme ça qui aident aussi. C'est pas toujours tirer les cartes, c'est pas toujours la solution. Parfois, choisir les cartes, c'est aussi ce qui permet de se connecter au tarot. Ou bien, voilà, quelqu'un vous raconte quelque chose ou une anecdote ou quoi, et puis vous arrivez devant votre jeu et vous réfléchissez à quelle carte ça vous fait penser. Et peut-être que ça aurait rien à voir avec le sens traditionnel de la carte. Mais c'est pas grave, parce que ça vous permet de rajouter des choses dans comment vous ressentez cette carte-là. Voilà, en tout cas, c'est ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il n'y a pas qu'un sens par carte. Bon, c'est
de façon très basique, on dit toujours qu'il y a un spectre, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise carte, qu'il y a plusieurs facettes à une carte. Mais au-delà des facettes classiques que vous pouvez voir quand vous cherchez des mots-clés ou des explications, c'est bien de ne pas s'y limiter, quoi, de ramener son sens. Et certainement, en fonction des jeux, les cartes vont me dire des histoires très 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 différentes, quoi. Et ça, c'est bien aussi. Mais parfois, quand je tire les cartes pour quelqu'un, je suis sûre que plein de spécialistes de tarot vous diraient que c'est la dernière chose à faire. Et je vois, par exemple, je vois le diable dans cette carte-ci, dans ce Slatis Tarot qui est le vice. Mais j'ai vraiment en tête le diable d'un autre jeu. Et donc je vais dire à la personne qui est en face de moi, à qui je tire les cartes, non mais attends, laisse-moi te montrer un autre diable. Parce que celle-là, elle dit un truc, mais ça me fait penser que pour avoir toutes les cartes en main, il faut que tu aies aussi... J'aimerais bien que tu partes aussi avec ce jeu, cette représentation-là pour y réfléchir. Parfois, je ne vais pas le dire, mais je vais juste intégrer un truc en plus qui me vient soit d'un autre jeu, soit d'une autre expérience de comment moi j'ai vécu le diable. Si pour moi le diable c'est de ne pas supporter l'autorité et de me rebeller, mais avec quand même des conséquences qui peuvent être assez tragiques en termes de carrière, c'est pas mon cas. Je suis en train de penser à quelqu'un. Bah, je peux rajouter cette dimension-là quand je tire le diable, et même ça peut permettre aussi d'ouvrir des horizons, que ce soit pour moi ou quand je tire pour moi ou pour une consultante. Voilà. Donc en tout cas, je pense qu'il faut prendre du temps et c'est ça qui est cool. Et j'ai encore redit une fois, et je pense pas une fois, mais quand même, blabla. J'ai encore redit il faut, mais je pense pas il faut, mais quand même il faudrait prendre du temps pour déterminer son ou ses approches du tarot, des cartes, pas se sentir figé dans une approche du tarot ou dans un sens pour une carte, et penser sa relation au tarot et à chacune des lames comme quelque chose d'évolutif pour soi et aussi au niveau plus général de toutes les personnes qui se sont mises et qui se mettent au tarot. Et je vous souhaite de continuer cette évolution et j'espère vous avoir aidé. Et encore une fois, c'est juste des méthodes qui fonctionnent bien pour moi, mais qui suis quelqu'un qui est assez à l'aise avec les mots, l'écriture, qui dessine probablement pas très bien ni rien, mais qui adore s'y mettre et qui peut être très décousu et donc en même temps très besoin de structure, et donc je peux concevoir que c'est pas du tout ce qui fonctionne pour vous, mais j'espère en tout cas avoir ouvert des portes et vous avoir fait sentir un sentiment de liberté pour pas être contraint, limité dans une unique approche du tarot, mais au contraire vous dire mais on y va quoi, ok, bah j'ai envie d'apprendre le tarot en tirant jamais de cartes à face masquée, mais en les tirant toujours, en les choisissant. Et ça peut marcher. J'ai une amie à qui j'ai tiré les cartes. Elle m'a choisi 3 cartes comme ça dans le jeu en les voyant parce que l'image leur a marqué. Et puis je lui ai dit, bon, moi je vois ça et ça, ça dans telle carte. Et c'était juste qu'elle avait besoin d'entendre à ce moment-là. Et elle intuitivement, en voyant le dessin des cartes, elle savait qu'elle a été attirée par celle-là. Et donc parfois ça marche aussi super bien comme ça. Et je dirais aussi que si vous avez des jeux qui fonctionnent bien avec les enfants, ce qui est loin d'être le cas de tous les jeux, travailler avec des enfants de votre entourage sur certaines cartes ou sur des tirages et tout ça, ça vous permet aussi parfois de... On a tellement... on s'enferme tellement vite dans une approche ou dans une façon de lire, et les enfants ils n'ont pas ça, on leur laisse raconter une histoire avec des cartes, enfin beaucoup d'enfants en tout cas, et ils peuvent le faire. Et donc moi, en fait c'est des enfants qui m'ont aussi beaucoup appris de ce que je pouvais faire avec le tarot et de la liberté. Il y a quelques semaines... ma petite cousine, qui n'est pas vraiment ma cousine, mais ma petite cousine m'a fait mettre en scène, m'a lu des cartes et m'a fait mettre en scène ce qu'elle m'avait lu dans les cartes. Et ça a été mais vraiment génial, quoi. J'étais en train de sauter dans le lit et de faire des trucs. J'ai interprété les cartes. Et alors, faire de l'impro sur certaines cartes, ça peut être sympa pour des gens, en fait. Et donc, pensons librement avec le tarot et lançons-nous. Je vous embrasse, des énormes bisous, à très bientôt. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, même si je peux être très très longue à répondre parce que
parce que je suis dispersée, je fais pas mal de choses en même temps. Et en tout cas, je suis ravie d'avoir pu vous partager mes impressions sur le tarot. Je suis désolée de parler vite et de vouloir mettre tellement de choses. La prochaine fois, j'essaierai quand même de séquencer un minimum ce que j'ai à dire. Voilà, à très 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 vite et portez-vous bien. Bye bye.